Libre à vous. L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Bonjour à toutes, bonjour à tous dans Libre à vous. C'est le moment que vous avez choisi pour vous offrir 1h30 d'informations et d'échanges sur les libertés informatiques et également de la musique libre. Informatique embarquée, logiciel libre, c'est le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme en début d'émission la chronique de J sur le thème L'April est à 28 ans. Et aussi en fin d'émission la chronique de Florent Chabanois sur le thème On ne rigole plus et on se lève. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques, proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Le site web de l'émission est libreavou.org. Nous sommes mardi 19 novembre 2024, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast à la réalisation de l'émission aujourd'hui. Boukinette, salut Bouki. Salut Fred. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Cause commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde sur causecommune.fm et sur l'appli Cause Commune. Pour participer à notre conversation, 09 72 51 55 46 et aussi sur causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous. Nous allons commencer par la chronique Les humeurs de J. J, auteur du blog BD Grisbouille, vous expose son humeur du jour. Des frasques des GAFAM au mode numérique en passant par les dernières lubies anti-internet de notre classe politique, il partage ce qui l'énerve, l'interroge, le surprend ou l'enthousiasme, toujours avec humour. L'occasion peut être, derrière les boutades, de faire un peu d'éducation populaire au numérique. Le thème de l'émission, de la chronique du jour, l'April à 28 ans. Bonjour J. Salut Fred et salut à toi public de Libre à vous. Bon, il paraît que ça porte malheur de souhaiter les anniversaires en avance, mais comme il y a des chances que tu écoutes cette chronique en podcast, quelque part, toi tu l'entendras peut-être plutôt en retard. Et donc oui, c'est demain, le 20 novembre 2024, que l'April fêtera ses 28 ans. Alors j'aurais bien refait des vannes sur les différents systèmes de comptage, comme lors de la 200e émission de Libre à vous, mais 28 ce n'est un chiffre rond ni en décimale, ni en hexadécimale, ni en binaire, enfin tout dépend de ce qu'on appelle rond, parce que évidemment, en binaire, statistiquement, un chiffre sur deux est un zéro. Bon, alors 28 ans dans la vraie vie, ça fout un petit coup de vieux, car on sent les 30 ans qui approchent. Alors, amis jeunes qui ont la vingtaine et qui s'inquiètent de voir les 30 ans approcher, je vous rassure, c'est pire quand ils s'éloignent. Mais revenons à nos manchots. L'April voit le jour en 1996, sous Jacques Chirac donc, de l'initiative de plusieurs étudiants du laboratoire d'informatique de l'université Paris 8 de Saint-Denis. À l'époque, on écrit April en majuscule parce que ça veut dire Association pour la promotion et la recherche en informatique libre. Alors, moi, en 96, je suis pas du tout dans le logiciel libre. Non, à la maison, je pense qu'on a un ordinateur Packard Bell avec MS-DOS et Windows 3.1. Et moi, je l'utilise principalement pour jouer aux Lemmings, à Prince of Persia ou à Day of the Tentacle. Et ma culture libriste est tout simplement inexistante. Pour ma défense, j'ai alors 7 ans et demi. Bon. On va se replonger un peu dans l'ambiance de l'époque, celle des années 90, parenthèse bénie après la fin de la guerre froide, la première, mais avant le 11 septembre 2001. Et non, je ne dis pas juste ça par nostalgie, parce qu'à l'époque, je suis un gamin et que mes seules préoccupations sont de savoir si j'aurai un œuf Kinder pour le goûter ou pas. À cette époque, la télévision française ne dispose que de 6 chaînes, avec évidemment les minicums sur France 3. Les numéros de téléphone viennent tout juste d'être étendus à 10 chiffres avec l'introduction des 01, 02, 03, etc. On a des processeurs Intel Pentium qui tournent à 150 MHz. Alors, si tu n'as pas les échelles en tête, en gros, c'est entre 15 et 100 fois plus lent que les processeurs actuels, selon que tu considères un cœur tout seul ou pas. Et côté stockage, on a évidemment encore des disquettes, même si les CD-ROM commencent à s'imposer. Oui, on précise bien CD-ROM à l'époque pour les distinguer des CD audio. Et les disques durs, quant à eux, pèsent quelques centaines de mégaoctets, soit quelques milliers de fois moins que les dispositifs de stockage actuels. J'ai d'ailleurs souvenir de m'être fait enguirlander par mon papa à l'époque, parce que j'avais essayé de copier un CD-ROM sur le disque dur, alors que soyons un peu sérieux, la capacité du disque dur est largement inférieure à celle du CD. Oui, c'est un peu dur à imaginer aujourd'hui. Évidemment, en 96, la diffusion d'Internet au grand public n'est encore que balbutiante, mais c'est quand même aussi l'année où le nombre de personnes utilisant le web dans le monde, 36 millions, surpasse le nombre de gens utilisant le Minitel en France, soit 30 millions. Web auquel on accède par Netscape Navigator 2.0, ancêtre de Firefox, et premier navigateur à supporter JavaScript. En France, les foyers connectés à Internet sont autour de 100 000 et utilisent les tout nouveaux modems 56K. Côté logiciel libre, la première version de Debian vient d'être publiée. Elle embarque la nouvelle version du noyau Linux, la 2.0, et il faudra encore attendre quelques années pour voir les premières versions stables des environnements de bureau GNOME et KDE. On ne parle pas encore d'open source. L'open source initiative ne verra d'ailleurs le jour que 2 ans plus tard, en 98. En revanche, on parle de logiciel libre depuis déjà plus de 10 ans.
la fameuse Free Software Foundation ayant été quant à elle fondée en 1985. Et l'April, donc, voit le jour en cette fameuse année 96, et j'ai même retrouvé la page du journal officiel qui nous dit « Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, Association pour la promotion et la recherche en informatique libre, objet, engager toute action susceptible d'assurer la promotion, le développement, la recherche et la démocratisation de l'informatique libre. » Et même si l'acronyme a été abandonné, tout comme la référence à la recherche par la suite, reconnaissons qu'en 28 années d'existence, l'April n'a jamais dévié de ce cap avec pour boussole le logiciel libre. Car si les années 90 étaient la décennie de l'essor de l'informatique grand public et du grossissement de la bulle Internet qui éclatera la décennie suivante, force est de constater que le paysage a bien changé par la suite. L'hégémonie du mobile, l'apparition des géants du numérique comme Google, qui contrairement aux Microsoftiens anti-linuxiens primaires, n'ont rien contre l'open source, mais n'ont rien de libriste pour autant, les attaques contre nos libertés qui se multiplient, l'apparition de nouvelles menaces comme les brevets logiciels. Autant dire qu'en 28 ans, l'April a dû s'adapter et a donc bien changé également. Née comme une association de promotion du logiciel libre, l'April s'est petit à petit transformée en une association de lutte pour la défense du logiciel libre et de son monde, de tout ce qui va avec. Liberté numérique et liberté tout court finalement. En 28 ans, ce sont des milliers de personnes et quelques centaines de personnes morales qui sont venues grossir les rangs des adhérents et adhérentes. L'asso a depuis engagé 4 salariés et s'est imposée comme une des associations majeures dans le paysage du logiciel libre français. Et je ne dis pas juste ça parce que je fais moi-même partie du conseil d'administration depuis cette année, ou pour failloter parce que Fred Couchet, fondateur de l'April et lui-même salarié, est présent sur ce plateau, sans parler de Bouquinette, présidente de l'April, qui est à la régie. C'est vous dire si j'ai pas intérêt à dire de conneries. C'est super, l'April. Bon, bravo hein, les gens, c'est bien. 28 ans plus tard, le combat est loin d'être terminé, bien au contraire. Si le logiciel libre est largement sorti de l'ombre et a cessé d'être confidentiel, la merdification du numérique par les logiques de rentabilité à court terme ne cesse de s'intensifier, et avec elle la merdification de nos vies. Je ne vais pas vous refaire l'historique, on y passerait la journée. Je vous renvoie donc à mes différentes chroniques sur la fracture numérique, le métaverse, l'intelligence artificielle, etc. Alors plus que jamais, souhaitons longue vie à l'April et profitons-en pour rappeler que l'asso est en pleine campagne d'adhésion. Rejoignez-nous, parce que la fameuse nostalgie des années 90 ne doit pas nous faire oublier que c'est ensemble, là, maintenant, aujourd'hui, même dans un monde autrement plus sombre, que nos luttes permettront peut-être demain à un monde meilleur d'advenir. Oui, ça a l'air un peu bateau et béat d'optimisme comme phrase, pourtant, vous savez que c'est pas mon genre. Mais je vais vous dire, même si j'étais persuadé qu'on allait échouer, je pense que j'essaierai quand même. Alors bon anniversaire à l'April, continuons la lutte et salut. Écoute, merci G. Alors, en plus, vous êtes extraordinaire, G et toi, Magali, parce que vous êtes en présence du studio, mais on me dit dans l'oreillette, vous êtes en direct au studio, dans l'oreillette, qu'en fait, la rédaction du Lama déchaîné veut intervenir. Donc, on va ouvrir l'antenne une 50aine de secondes à la rédaction du Lama déchaîné. La rédaction du Lama déchaîné, nous vous parlons d'une actualité brûlante. La campagne de soutien financier de l'April ? Oui, pour bien finir l'année, l'association a besoin de pas moins de 20 000 €. Alors pour vous convaincre d'adhérer ou de faire un don, elle nous a embauchés, bénévolement, pour publier un hebdomadaire chaque mercredi. Mais c'est demain le prochain numéro alors ? Et oui, et il y en aura jusqu'à la fin de l'automne. Ça parle des actions de l'April, de ses membres, mais pas que. Il paraît qu'il y a même des mots croisés, des anecdotes rigolotes. Oui, la plume a également été proposée à d'autres associations ou à des personnes non membres. Rendez-vous sur april.org/campagne. Le lien sera sur la page de présentation de l'émission. On compte sur vous pour soutenir le travail essentiel de l'April. Et donc c'était à l'antenne Magali et G qui sont aussi en direct là. En tout cas merci G, et je rappelle que ton site web c'est grisebouille.net sur lequel on peut te soutenir, on peut aussi te passer de commandes de dessin parce que tu es dessinateur, et pour avoir fait appel à toi pour un besoin personnel, je confirme que tu as beaucoup de talent et que tu es très réactif. Merci beaucoup. Nous allons faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous parlerons d'informatique embarquée, donc on va pas mal parler du noyau Linux et de logiciels libres. En attendant, nous allons écouter À toi de jouer par Captain. On se retrouve dans 3 minutes 20. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune 93.1. Les dés sont jetés à l'avance, les jeux sont faits. Garçon ou fille, quelle importance, la vie te donne une carte chance, à toi de jouer.
s'embarquer, être la reine ou le roi. Ça tu sais, on ne choisit pas, crois-moi. Prochain coup que tu joueras, il ne dépend que de toi. Il faut apprendre à te défendre, à ne pas te laisser surprendre par l'adversaire. Celui qui te met dans des cases, qui de ses convictions t'écrase, te met à terre. Que dans ta main tu es la dame ou le roi. Ça tu sais, on ne choisit pas, crois-moi. Mais la prochaine carte qui tombera, elle ne dépend que de toi. C'est pas ta faute si tu es toi, c'est dans les règles du jeu des lois de la nature. Mais bats-toi contre le destin, évite qu'il ne marque des points sur ta figure. La bataille ne reste pas sur le carreau, durcis ton cœur, que la place du bourreau. Le prochain coup que tu donneras, il ne dépend que de toi. Garçon ou fille, quelle importance, la vie te donne une carte chance. À toi de jouer. Nous venons d'écouter À toi de jouer par Captain, disponible sous licence libre Creative Commons se partage dans les mêmes conditions, c'est by ça. Le site de Captain, c'est captain.org. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast. On va passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui va porter sur l'informatique embarquée et les logiciels libres avec Marta Ryszczyńska, fondatrice, tu donneras le détail après, et Michael Obdenacker. Alors n'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46, je répète 09 72 51 55 46, ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton chat. Alors, c'est un sujet un peu particulier, assez technique, mais qui ne va pas être rendu trop technique par nos intervenantes et intervenants. Donc déjà, on va commencer par une présentation, la question classique de présentation personnelle rapide pour que les gens vous connaissent un petit peu mieux. On va commencer par Marta. Bonjour tout le monde, je m'appelle Marta Ryszczyńska et mon travail a l'impact sur les milliards de devices que vous utilisez tous les jours. Et comment je suis arrivée là? J'ai un double master en informatique et sécurité réseau. Et après, j'avais fait une thèse en sécurité aussi. À l'époque, c'était vers 2005, c'était assez difficile de se financer un travail sur la sécurité dans le libre. Donc, j'ai fait un détour dans une société de semi-conducteurs et ça m'aide jusqu'à aujourd'hui parce que je comprends d'où viennent les bugs matériels. Après ces passages, j'ai décidé de me lancer à mon compte et j'ai créé d'abord Syslinbit et après YI pour travailler sur l'embarqué et surtout sur la sécurité des libres. Aujourd'hui, je peux vous dire
je suis sous la sécurité des libres à 100% de temps. D'accord. Merci Martha. Michael? Bonjour à toutes et à toutes. Moi, je suis Michael Obdenacker. Je suis consultant et formateur en informatique libre embarqué. J'ai commencé à peu près il y a 20 ans dans le libre, vraiment en tant que contributeur actif. J'avais créé une première société qui s'appelait Bootline, que j'ai fait connaître dans le monde entier par des contributions à des projets libres comme le noyau Linux, mais aussi par des supports de formation qui sont partagés de façon intégrale sous licence libre, et ce qui nous a fait connaître très vite grâce à ça. Grâce à plus on était ouvert, plus nous partagions du code et de l'expérience, plus nous étions visibles et plus nous avions de clients pour financer nos activités et boucler la boucle. Depuis, j'ai passé la main à 2 collaborateurs et je suis repassé indépendant dans le cadre d'une société qui s'appelle Route Commit pour ne faire plus que du conseil et de la formation. Et je suis aussi un libriste et adhérent de l'April d'assez longue date, peut-être pas autant que les gens dans cette salle, bien sûr. J'ai même eu notre prophète Richard Stallman à la maison quelques jours et peut-être que vous l'avez aussi vécu et c'est une expérience, croyez-moi. On ne va pas qualifier l'expérience effectivement d'avoir Richard à la maison pour l'avoir aussi vécu. Alors, je suis pas sûr qu'aujourd'hui ce soit le prophète de beaucoup de gens encore, mais ceci est une autre histoire suite aux évolutions récentes de la FSF et de la Fondation pour le Champ libre et de Richard Stallman. En tout cas, merci pour cette présentation. On va parler donc d'informatique embarquée et de logiciels libres, mais déjà on va peut-être commencer par définir ce que c'est que les systèmes embarqués, parce qu'il est possible que les gens qui nous écoutent ne connaissent pas du tout ce domaine. Donc est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu c'est quoi l'informatique embarquée? Qui veut commencer? Allez, j'y vais si vous voulez. Michael, vas-y. Pour moi, l'informatique embarquée, c'est l'informatique qui n'est pas embarquée dans un ordinateur normal. Donc c'est l'informatique qui tourne sur toute autre chose qu'un PC ou un serveur. Donc ça tourne sur une petite carte électronique, plus ou moins grosse, qui a une fonction bien particulière. Ça peut être une machine à laver, ça peut être un parc-mètre, ça peut être une couveuse. Peut-être que Martha, tu as d'autres exemples que tu as envie de citer. On a de embarquer tout autour de nous, un frigo, un radio, un microphone, un téléphone portable. Ce sont tous les équipements embarqués qu'on utilise tous les jours, sans même parler des machines de vente des billets de métro. D'accord. Donc, c'est partout. Donc ce que tu appelais tout à l'heure device, c'est un équipement, c'est un matériel qui embarque donc une partie logicielle, et la partie logicielle, c'est le système embarqué quelque part. Voilà, c'est contrairement finalement à l'informatique que la plupart des gens connaissent, donc avec un ordinateur portable ou un ordinateur de bureau avec lequel on interagit. Là, dans le système embarqué, on interagit avec le matériel et aussi un petit peu avec le logiciel. Donc aujourd'hui, c'est présent partout. Ça fait depuis combien d'années à peu près que ça se développe, l'embarqué? C'est récent ou vous avez une idée? C'est aussi vieux que l'informatique d'elle-même. Si on parle de notre histoire de logiciels libres, qu'est-ce que Richard Stallman a commencé? C'était le logiciel d'imprimante. Donc c'était déjà embarqué. D'accord, ok. Et donc avant de rentrer dans la partie en fait logiciel libre et au niveau de l'embarqué, donc ça veut dire qu'il y a principalement des grands acteurs, de grandes structures, des grands industriels dans l'embarqué. C'est plutôt un monde de grandes structures. Parce que tout à l'heure, quand on va parler de vos structures, on va se rendre compte que c'est pas du tout ce même niveau. Donc c'est principalement quoi? C'est des acteurs industriels dans la téléphonie, dans l'automobile qui interviennent? Oui et non, moi je dirais qu'il y a des grands systèmes, effectivement les gens qui font des puces sur lesquelles on va faire tourner du logiciel embarqué, comme les ARM, etc. Enfin, des gens qui peuvent être assez connus dans le monde du téléphone par exemple. Mais il y a aussi des tout petits intégrateurs, c'est des petites PME qui vont faire des produits, un appareil particulier effectivement qui va faire le distributeur de billets de métro par exemple. Pas forcément très gros. D'accord. Et qui sont spécialisés dans un produit particulier. Voilà, c'est ce qui est un peu spécial dans l'embarqué, c'est qu'on fait vraiment un logiciel sur mesure avec juste les composants dont on a besoin. Donc on n'a pas toute une Debian, par exemple, ça c'est une distribution GNU Linux. On n'a pas besoin de toute cette complexité parce qu'on fait une seule chose et on la fait bien. D'accord. Donc une distribution GNU Linux, rappelle ce que c'est quand même, peut-être. C'est quelque chose qu'on peut installer sur son PC qui va fonctionner comme un Windows, mais c'est un ensemble de logiciels qui vont faire tourner l'ordinateur et apporter toutes les fonctionnalités qu'on attend. C'est-à-dire pouvoir se connecter à Internet, pouvoir afficher une vidéo et tourner les programmes de son choix. D'accord, donc ça permet de répondre à tous les besoins, en tout cas le maximum de besoins de personnes. Là où finalement, si je comprends bien, le logiciel embarqué répond à une fonctionnalité précise, c'est ça? C'est ça. Martha? On a
une fonctionnalité principale de notre équipement, par exemple, gestion d'un écran et clavier où quelqu'un va acheter les billets. Et on ne permet pas d'utiliser les autres fonctions qui peut-être cet équipement peut bien faire. La particularité d'embarquer que je vois en Europe, qu'on a énormément de structures, 5, 10, 20 personnes, qui font ce type d'équipement. Et c'est des logiciels libres qui a permis ce développement. Quand j'ai commencé ma carrière, mon premier travail, c'était dans une petite société. Et là, on écrivait tout nous-mêmes. Ça allait dans les années 2000. Mais après, aujourd'hui, d'écrire tous les logiciels qui gèrent les réseaux, qui gèrent les Bluetooth, qui gèrent tous les puces électroniques qu'on utilise, c'est simplement pas possible. Il faudra une équipe de centaines de personnes. Et la petite structure de 10 personnes, c'est juste pas possible. Donc, le développement qu'on voit de nouveaux produits, ça vient du fait que ces petites structures sont capables de prendre tous les composants libres qui existent, les rassembler ensemble et éventuellement écrire une toute petite application qui fait la fonction pour ce type d'équipement. D'accord. Alors, avant de rentrer dans le détail de la partie logicielle, est-ce que ça veut dire que dans le monde de l'embarqué, il n'y a pas de logiciel privateur, c'est-à-dire non libre, du tout? Ah si, souvent les applications qui sont développées par le créateur de la machine sont propriétaires. Il n'y a aucune obligation d'ailleurs d'être libre. Donc souvent ces parties-là, ces briques métiers spécifiques à chaque matériel sont propriétaires, privatrices. Et par contre, ces gens-là peuvent collaborer sur l'infrastructure, toutes les briques communes qu'ils utilisent. On voit, c'est assez intéressant d'ailleurs de voir ces sociétés qui collaborent ouvertement, qui partagent des efforts d'ingénierie pour améliorer les couches d'infrastructure qu'ils utilisent. Donc le noyau Linux, par exemple, c'est le cerveau du système. Il y a plein d'entreprises, souvent concurrentes, qui travaillent ensemble pour l'améliorer. D'accord, donc si je comprends bien, en fait, la partie logicielle libre, toutes ces structures, qu'elles soient petites ou grandes, on voit avant tout un aspect pragmatique, c'est-à-dire qu'elles ont une base logicielle qui est le noyau Linux. Alors peut-être qu'on vous détaillera après ce que fait ce fameux noyau. Donc lui qui est un logiciel libre, et sur lequel ces structures peuvent rajouter soit une sorte d'interface qui peut être, elle, libre, mais qui est souvent et plutôt une interface privatrice ou propriétaire, c'est ça? Tout à fait. D'accord. Alors est-ce que vous pourriez, donc on va parler du noyau Linux et d'autres outils, est-ce que vous pourriez expliquer ce que fait un noyau, le système d'exploitation, et notamment le noyau Linux? C'est quoi son rôle, en fait? Les noyaux permettent d'utiliser les matériels. Aujourd'hui, l'équipement qu'on a, les puces électroniques, sont assez complexes. Et on a besoin de beaucoup de logiciels pour juste utiliser leurs fonctions. Et à la place d'écrire ces logiciels compliqués à chaque fois, on a une couche qui s'appelle un système d'exploitation qui nous fait l'interface. Assez souvent, pour tous les types de matériels similaires, ça nous offre les mêmes interfaces pour les développeurs de couches métiers. Et ça nous simplifie le développement de notre application derrière. D'accord. Noyau Linux, tout à l'heure, G, dans sa chronique, a évoqué la version 2.0 en 1996. Première version publique, c'est 1991, c'est ça? Tout à fait. Et est-ce que vous savez à partir de quel moment donc des industriels ou des structures ont commencé à s'intéresser à ce noyau pour justement s'en servir quelque part de base commune pour l'embarquer? C'est arrivé tout de suite ou Plutôt dans la fin des années 90, si je ne me trompe pas, quand on a commencé à avoir des appareils connectés comme des caméras ou des appareils réseau qui n'étaient plus sur des PC, en quelque sorte, contrairement aux premiers serveurs sur Internet. Et donc à ce moment-là, on a fait marcher Linux sur d'autres plateformes, d'autres processeurs. Donc au lieu d'avoir le même microprocesseur que dans votre PC, vous avez
un type de processeur qui ressemble à ce qu'on trouve dans les téléphones, par exemple. D'accord, c'est un matériel particulier en fait. Ouais. D'accord. Et le choix donc du noyau Linux, alors on comprend bien que c'est un choix de mutualisation, donc sans doute de coût, d'ingénierie. C'est aussi un choix de performance. Il n'y avait pas d'autres noyaux qui pouvaient être utilisés? C'était possible. Je ne sais pas exactement comment ça s'est passé. Pour moi, la révolution dans le monde embarqué, du point de vue de l'utilisation de Linux, c'était Android. D'accord. Android utilise le noyau Linux. Oui. Et c'était le moment quand Linux a commencé d'être utilisé par les milliards de téléphones. Donc, il y avait un effort financier assez important d'améliorer, de corriger des choses, d'ajouter de nouvelles fonctionnalités. Et à partir de là, c'était un choix logique pour toutes les autres sociétés de simplement utiliser ce noyau qui a le support de tous les puces que vous pouvez vouloir à mettre dans votre équipement. Alors, ce qui est intéressant visiblement, c'est que donc, ces structures-là contribuent directement à un système libre, pour des raisons pragmatiques, de business à leur business. Mais leur contribution est réutilisée par d'autres structures, mais aussi par des développeurs ou développeuses indépendantes, c'est ça? Exactement. Je voudrais en profiter pour faire une comparaison avec Windows. Avec Linux, on a un noyau, et avec les Windows, on a des pépins. Joli. C'est pour ça qu'on a choisi un noyau. Donc tout à l'heure tu parlais de distribution GNU Linux, là on parle du noyau Linux, donc distribution GNU Linux, il y a le noyau Linux, il y a des outils, il y a plein de choses autour. Donc pour l'embarquer, le principal logiciel qu'on utilise c'est Linux. Est-ce qu'il y a des logiciels spécialisés? C'est-à-dire est-ce qu'on pourrait mettre par exemple une distribution comme disait Debian dans de l'embarqué, ou est-ce qu'on doit développer spécifiquement quelque chose? Eh ben, curieusement, effectivement, on utilise un projet qui s'appelle BusyBox dans l'embarqué. Alors quand tu tournes la tête, c'est un projet qui s'appelle BusyBox dans l'embarqué qui vient d'un ancien mainteneur de la distribution Debian qui s'appelait Bruce Perens et qui avait essayé de faire c'était une époque où il fallait une trentaine de disquettes pour faire marcher Debian, pour l'installer. Et il arrivait parfois que le disque dur était planté. Et dans ces cas-là, ce qu'il voulait, c'est sur une seule disquette pouvoir redémarrer son ordinateur avec tous les outils qui suffiraient, un petit éditeur de texte, des petites commandes pour le réseau, pour réparer son disque dur et refaire marcher sa machine sans avoir à tout réinstaller. Donc on a un petit projet qu'on utilise pratiquement dans la quasi-totalité des systèmes embarqués, qui s'appelle BusyBox. Et pour ceux qui connaissent, on retrouve des commandes des équivalents très très simples, très très légers, des commandes que vous trouvez sur une distribution GNU Linux, des petites commandes que vous tapez. Il y a des versions beaucoup plus légères qui existent et qui sont déployées pratiquement partout. Donc, quand vous avez un petit périphérique embarqué, un matériel embarqué, vous arrivez à vous connecter à distance dessus. Vous pouvez retrouver votre éditeur, vous pouvez retrouver vos commandes si vous êtes un informaticien. C'est très rigolo. Alors, je souris parce que sur le salon web, quelqu'un me demande comment ça s'écrit. Et la personne dit Biz Inbox. Donc, non, c'est pas ça, c'est BusyBox. BusyBox, voilà. Donc, c'est BUSYBOX. Exactement. Donc, développé principalement au début par Bruce Perens, tu disais. Oui. D'accord. Donc, ça, c'est le premier outil. Est-ce qu'il y en a d'autres? C'est-à-dire que, est-ce on parlait tout à l'heure des distributions grand public ou pour serveurs en général, donc de GNU Linux. Est-ce qu'il y a entre guillemets, des distributions ou des outils spécialisés pour construire un système embarqué à base de Linux au-delà de BusyBox? Martha. Tout à fait. BusyBox, c'est un outil qu'on met dans notre système. Et dans embarqué, on a besoin d'adresser un gros problème, c'est que notre processeur qu'on utilise a beaucoup moins de ressources qu'un processeur de PC. On a moins d'espace disque, le plus souvent. Donc, on a besoin d'avoir une distribution qui est beaucoup plus petite qu'un Debian ou Fedora ou un Red Hat standard. Pour ces raisons-là, on utilise les outils pour nous construire une distribution sur mesure. Et là, il y a deux solutions les plus utilisées. Donc ça, c'est Buildroot et Yocto Project. Et il y a certaines personnes qui essayent de faire tout depuis le début, mais avec le nombre de logiciels qu'on on a aujourd'hui, même sur une petite plateforme embarquée, faire tout ces assemblages à la main, ça devient assez compliqué. Donc, majoritairement, on utilise
un de ces deux systèmes pour choisir exactement qu'est-ce qu'on veut mettre dans notre système et qu'est-ce qu'on a besoin. Alors, au passage, c'est marrant pour ceux qui seraient nostalgiques des débats entre éditeurs de texte Vim et Emacs. Dans l'embarqué, on a Buildroot ou Yocto et chacun a son camp, fait partie de son camp. Alors, pour être clair, ces deux outils sont des outils libres. Oui. Et donc, ils font quoi exactement par rapport à BusyBox et quelle est la différence entre les deux, à part peut-être des différences d'équipe, je ne sais pas, mais ils font quoi exactement par rapport à BusyBox ? C'est des outils que vous lancez, vous définissez une configuration, vous dites un peu ce que vous voulez mettre dans votre système. Il y a différentes façons de le décrire. Et après, vous lancez l'outil et l'outil va compiler, va récupérer les sources, le code source de chacun des logiciels, par exemple le noyau Linux, BusyBox et les autres sur Internet. Il se connecte, il les compile. Donc compiler, ça veut dire transformer le code source en code machine. Et après, ça vous crée une image que vous pouvez mettre sur une carte SD, par exemple, et vous démarrez votre machine avec ça. Tout est prêt c'est prêt à l'emploi. D'accord. Et donc, quelle est la différence entre les deux, à part que ce sont deux projets concurrents ? Est-ce qu'il y a vraiment des différences fonctionnelles par rapport aux besoins ou par rapport au type de système embarqué qu'on veut ? Martha ? La différence est surtout de la manière de décrire la manière comment on va construire notre système. Les logiciels qui peuvent être inclus dans les deux, c'est les mêmes. Qu'est-ce qui est différent, c'est la manière de configurer et la manière dont la personne qui développe ce système, comment elle va choisir qu'est-ce qu'elle veut. Et là, on rentre dans les préférences comme entre Vie et Emacs. D'accord. Et en termes on parle des développeurs et développeuses, en termes de connaissances techniques, au-delà de connaître ces outils, est-ce qu'il y a des langages de programmation qu'il faut connaître ? Est-ce qu'il faut s'y connaître vraiment en type de processeur ? C'est-à-dire quelles sont les compétences pour entrer dans ce domaine, en fait ? Ce qu'on voit beaucoup, je pense, quand on crée un système libre embarqué, c'est surtout du C pour écrire des... C'est un langage ? Langage C, oui, tout à fait, pardon. Un langage pour écrire des applications de base. Et puis après, un peu de ce qu'on appelle de shell aussi. C'est encore un langage de programmation pour lier les programmes entre eux. Je pense et de Python. Python aussi, de plus en plus, c'est vrai. Python qui est un autre langage de script qui est très populaire sur Internet. Oui, qui se développe beaucoup et il n'y a pas très longtemps, il y a eu les conférences Python à Strasbourg, je crois. Donc, et je pense qu'il y aura j'espère qu'il y aura des vidéos de présentation. Donc en fait, entre guillemets, n'importe quelle personne qui travaille dans l'informatique peut finalement se mettre sur ce domaine. Parce que moi, dans mon imaginaire, pour être clair, je pensais qu'il fallait effectivement coder ce qu'on appelle bas niveau, c'est-à-dire vraiment tout maîtriser, passer beaucoup de temps à tout écrire pour faire de l'embarqué. Donc il fallait quelque part des compétences un peu au-dessus de la normale. Mais en fait, finalement, c'est pas le cas ou non ? On peut rentrer dans l'embarqué par ces voies de Linux et les systèmes de construction de distribution. Il y a une autre sous-métier, ce sont les embarqués avec les systèmes de temps réel. Ce sont les noyaux qui sont encore plus petits pour les processeurs qui ont encore moins de ressources. Ça, on utilise par exemple dans les montres connectées. Et là, le plus souvent, il faut rentrer beaucoup plus dans le matériel parce que sur ces systèmes, les contraintes sont aussi fortes qu'il faut choisir manuellement quelle fonctionnalité, pas de logiciel, mais fonctionnalité, on veut inclure ou non. Et assez souvent, il faut écrire aussi les petits modules qui vont gérer notre matériel. Donc là, il faut rentrer un peu plus en détail. Par contre, quand on est quelqu'un qui a l'habitude, qui connaît bien Linux, en particulier ce qu'on appelle son interface texte en ligne de commande, où on tape des commandes sur un terminal, c'est franchement facile de faire ses premières armes avec l'embarqué. On démarre sur un noyau qu'on a compilé, et on a un shell qui se lance, et on peut commencer à taper nos commandes, démarrer ce qu'on veut. Et donc franchement, si vous connaissez déjà Linux, vous avez une certaine habitude, familiarité avec ce logiciel, n'hésitez pas, avec ce système, n'hésitez pas à vous lancer dans l'embarqué, c'est très facile. Vous pouvez par exemple prendre des petites cartes qui coûtent pas cher, comme une Raspberry Pi ou d'autres, et vous trouverez plein de ressources pour les démarrer de 36 façons différentes avec la distribution de votre choix ou sur quelque chose que vous aurez construit sur mesure. Donc tu expliques qu'en fait on peut se faire son propre système embarqué pour un besoin à la maison ou autre, par exemple, pour piloter le chauffage à la maison ou des trucs comme ça ? Absolument.
Et on peut faire ça sans aucune connaissance des matériels. On achète les cartes, les petites cartes embarquées qui sont toutes prêtes. On a le support de cette carte dans le Yocto, dans Buildroot. Et il faut juste connecter notre sensor aux autres équipements qu'on veut mettre. Et il y a plein de tutoriels sur Internet comment faire. Ça se fait en 1-2 jours, pendant un week-end, des fêtes de fin d'année. Ça peut être un projet assez sympa à faire. D'accord, donc l'embarqué, c'est pas que dans les grosses structures, c'est pas que dans les gros environnements, c'est pas que en production, entre guillemets, ça peut être aussi chez soi. Il y a énormément de hobbyistes qui sont dans ce domaine. C'est une communauté très, très vivante, on va dire. Très vivante. D'accord. Alors, on va faire une pause musicale avant de rentrer un peu dans le détail aussi de ce que vous faites et aussi des défis, parce que... Ah, pourquoi la pause musicale démarre ? Alors, en fait, il faut expliquer que voilà, Bouki, ça faisait quelques temps qu'elle n'a pas fait la régie, donc combien, 5 mois, c'est ça ? Ah, 5 mois. Parce qu'en général, j'annonce la pause. Il faut juste que je la retrouve la bonne, en fait, c'est simplement... donc, nous allons écouter Will Be Wild par John Lopter. On se retrouve dans 3 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune 93.1. Big protest in D.C. on January 6. Be there, you will be wild. I am your master, you are my slave. You are my wild child. You will do as I say, you will obey. Be there, you will be wild. I am the magician, you are my rabbit. I trick you into submission, then pull you from my hat. Everybody's so amazed, and they laugh when I say I could shoot this silly rabbit, and you'd all still obey. You will come to D.C., you will destroy for me. You will, my child. You will be wild. I am the center of your universe, your reason for being. You will love me more than life itself. You will rot in prison for me. I give you what you always wanted, a purpose for your life. Now you're a soldier on crusade, a victim in this fight. You will obey me. You will come to D.C. You will fight, my child. You will be wild for me. On January 6, you will unleash my inferno of fury on the Capitol Police. You will follow my commands, my suggestions, my demands. You will do as I say. You will obey. Come to D.C., my obedient child. January 6. You will be wild. Nous venons d'écouter You Will Be Wild par John Lopker, et j'ai oublié tout à l'heure de donner le sous-titre qui est Trump Slaves, donc les esclaves de Donald Trump, disponible sous licence libre Creative Commons, attribution CC BY. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April,
sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast. Alors, nous allons poursuivre notre discussion sur l'informatique embarquée et les logiciels libres avec nos invités Marta Rybczynska, et Michael Obdenaker. Donc juste avant, on parlait un petit peu technique. Là, on va commencer par parler peut-être des défis qui se présentent pour les personnes qui développent ces outils ou même qui les utilisent, parce que finalement, si l'informatique est partout, il y a des bugs, il peut y avoir des problèmes de surveillance, de contrôle, des problèmes de sécurité. D'ailleurs, tu as envie de commencer par ça. Quels sont les enjeux de sécurité par ces systèmes embarqués qui sont finalement présents chez nous, en fait? Martha, parce que je crois que c'est un peu ta spécialité. Oui. Les problèmes de sécurité ont devenu énormes avec le nombre d'équipements qu'on a autour de nous. Dans les dernières années, il y avait plein d'attaques informatiques contre l'équipement embarqué. Certains dans le contexte de la guerre en Ukraine. Par exemple, l'attaque sur le modem qui donnait accès réseau. Et aujourd'hui, un gros sujet dans le domaine de sécurité embarquée, c'est la nouvelle réglementation européenne qui s'appelle Cyber Resilience Act, qui est une réponse à ce sujet-là, parce qu'il y a énormément d'attaques et pour raccourcir l'histoire, la Commission européenne a décidé qu'il faut agir et il faut rendre la sécurité dans l'embarqué, et pas que, obligatoire. Parce que sinon il va y avoir rien qui change. Donc, dans 3 ans, on va avoir exigence sur la sécurité informatique dans tous les produits disponibles sur les marchés européens. Et l'enjeu, si je me souviens bien, l'un des enjeux, le point essentiel dans le Cyber Resilience Act, c'est qui est responsable? Tout à fait. De la sécurité. Tout à fait. Et dans la dernière version qui va être publiée dans la semaine qui vient, les responsables, c'est la société qui, pour simplifier, qui vend les produits. Dans la version précédente, il y avait la responsabilité de développeur. Ça c'était totalement supprimé. Donc, vous pouvez développer sans risque, mais par contre, toutes les exigences, toutes les obligations sont sur les sociétés qui vont mettre ces produits sur le marché. C'est un gros sujet, surtout pour les petites entreprises qui n'ont pas l'habitude de sécuriser leurs produits. Donc, ça va être un sujet sur lequel on va beaucoup discuter pendant les 3 ans qui viennent. D'accord. Je relève une question sur le... Tu dis qu'il va y avoir de la sécurité dans les produits, mais est-ce que ça veut dire qu'il n'y avait pas de sécurité avant? Malheureusement, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, quand on a acheté un petit équipement, le plus souvent... nombre d'utilisateurs, c'était par exemple admin, un mot de passe, c'était admin, c'était toujours la même chose. On a toujours les routeurs Wi-Fi qui sont configurés comme ça. Ça permet aux attaqueurs de faire les réseaux d'équipements qui peuvent être utilisés par exemple dans les attaques. Sur le système domotique, on avait beaucoup de problèmes aussi. Un des situations sur lesquelles j'écris beaucoup récemment, les aspirateurs avec qui ont des caméras et des microphones. Et ça se trouve que n'importe qui peut accéder à caméra d'aspirateur. Alors, excuse-moi, je vais te poser une question. Autant la caméra, je peux voir pour se déplacer, machin, mais le microphone, c'est parce qu'il est piloté à la voix, l'aspirateur? Parce qu'il donne avertissement sonore que c'est la fin de batterie ou il a fini le programme. Mais quelqu'un peut enregistrer un fichier avec des insultes ou quelque chose d'autre. Ok, d'accord. Voilà. Autre question sur le salon web. Tu t'as dit que ce serait dans 3 ans. Pourquoi dans 3 ans?
Parce que c'est une directive européenne, c'est ça? Oui, c'est un règlement européen? C'est un règlement. Donc, c'est 3 ans. On peut dire que 3 ans, il y a beaucoup de temps maintenant. Oui. On a 3 ans, mais on a 24 mois pour définir tous les standards qui aujourd'hui n'existent pas. Et après, quand ces standards vont être prêts, il va y avoir juste 1 an pour mettre tout le monde en conformité. Les standards de sécurité, tu veux dire? Oui. D'accord. Et dans l'embarqué, les sociétés travaillent déjà sur les produits qui vont être mis en marché dans 3 ans. Oui, ok. Donc, avec une réglementation, enfin, avec un contexte qu'elles ne connaissent pas forcément. Exactement. D'accord, ok, je vois le problème. D'accord. Là-dessus, sur la sécurité, tu veux rajouter quelque chose, Michael, ou je voudrais faire remarquer peut-être que, effectivement, le système d'exploitation Linux, on a l'habitude de l'associer à une réputation de sécurité quand même. Mais effectivement, comme disait Martha, il y a des pratiques qui sont faites sur votre ordinateur, sur votre PC, qui sont très rigoureuses. Il y a une bonne mise à jour, un bon déploiement des mises à jour de sécurité. Effectivement, on est beaucoup moins rigoureux sur les systèmes embarqués. Ce qui nous sauve un peu, c'est la diversité génétique, je dirais, du libre. C'est-à-dire que chacun va intégrer un peu un noyau, la version du noyau de son choix, telle version de BusyBox, telle version d'une bibliothèque, logiciel. Et comme c'est jamais la même, finalement, on ne peut pas faire tomber tout Internet, même si Internet est extrêmement... Les infrastructures d'Internet sont vraiment basées sur des briques qui tournent des logiciels libres. Comme ce n'est pas toujours les mêmes versions, on ne pourra pas exploiter la même faille partout en même temps et faire tomber tout Internet. C'est ce qui nous sauve un peu. Je ne sais pas ce que tu en penses, Martha. Et aussi... il y a des statistiques qui sont sorties il y a quelques jours sur les failles les plus utilisées en 2023. Et ça se trouve que pour les failles dans l'embarqué, la grande majorité des failles, ils sont dans la partie métier d'équipement. Ils ne sont pas dans les composants libres des bases, mais ils sont dans ces parties-là que la société en question a écrit pour les fonctionnalités spécifiques. Et comme on le disait tout à l'heure avant la pause, comme ces parties spécifiques ne sont pas libres, on ne peut pas y accéder, donc on ne peut pas profiter de la sécurité par la transparence, en fait. Exactement. D'accord. Je suppose que ces outils se mettent à jour, entre guillemets, quasiment automatiquement. C'est-à-dire, si on prend un outil qui est, quel que soit... L'aspirateur, prenons l'aspirateur dont tu parlais tout à l'heure. Est-ce que la partie embarquée se met à jour ? C'est une des exigences de CRA, parce que jusque-là, c'est pas... C'est pas le cas pour l'instant. Non, c'est pas le cas. D'accord. Et bien alors, qui met à jour ? Est-ce que ça sera automatique, l'outil lui-même qui va se mettre à jour, ou est-ce que la personne qui utilise son aspirateur pourra autoriser ou lancer la mise à jour ? Comme on le fait sur un ordinateur, parce que des fois, il y a des mises à jour qu'on ne fait pas. Donc, est-ce que ça sera automatique ou ça sera conditionné à l'autorisation de la personne ? La recommandation, c'est d'avoir la mise à jour automatique, mais avec le contrôle de l'utilisateur, si la personne souhaite de faire ses mises à jour ou non. D'accord, ok. Autre enjeu peut-être, je ne sais pas, en tout cas, il y a un mot-clé que tout le monde a, enfin beaucoup de gens ont actuellement, c'est l'IA, l'intelligence artificielle. Donc est-ce que l'IA est déjà rentrée dans l'informatique embarquée, sous quelle forme, ou pas du tout ? Non ? Ça rentrait dans les formations. Je donne les cours sur les logiciels et je discute avec les collègues qui donnent aussi les cours embarqués. Et ça se trouve que l'IA est capable de générer les réponses à majorité d'exercices qu'ils ont préparés jusqu'à là. Donc, un cours qui était par exemple prévu pour 2 semaines, on met toutes les questions dans notre AI préféré, ça sort les réponses. Les étudiants ont fini les cours dans 7 heures. D'accord. Michael, moi, je pensais à un autre défi, c'était qu'on a beaucoup rencontré depuis le début, c'est la documentation du matériel. On devait, pour faire marcher le noyau Linux sur un matériel particulier, et des fois, c'était très difficile de trouver de la documentation libre, enfin, en tout cas, déjà même publique, sur le matériel pour écrire ce qu'on appelle les pilotes de périphériques pour les faire fonctionner. Donc, nous, les sociétés qui interviennent dans ce domaine, on a parfois des accords de divulgation. Non-divulgation, voilà, je cherchais le mot, avec les fabricants, mais des fois, c'était la croix et la bannière, même si on est trop petit, on a la montagne de
de paperasse légale à faire pour arriver à avoir accès à la documentation, c'est insurmontable. Donc, en tout cas, c'est un gros problème pour les gens de la communauté qui sont contributeurs individuels, qui veulent participer à un projet, faire marcher leur matériel, le matériel de leur choix sous Linux. C'est pas toujours faisable parce qu'ils n'ont pas de la documentation, donc ils doivent faire de l'ingénierie inverse, par exemple, et ce qui est extrêmement fastidieux pour comprendre comment fonctionne le matériel. Je pense par exemple aux processeurs graphiques qui ont fait d'énormes progrès grâce à un travail de dingue de la communauté. Par exemple, pour les puces NVIDIA dont on entend parler, ça va être un travail d'ingénierie inverse complètement hallucinant pour arriver à des performances maintenant qui sont parfois meilleures que les pilotes qui sont édités par les grosses sociétés comme NVIDIA. Et rappelons qu'NVIDIA, c'est une des plus grosses capitalisations boursières au monde. Voilà, c'est... tout à l'heure, je crois que c'est J qui a parlé brevet logiciel tout à l'heure dans sa chronique. Est-ce que le monde de l'embarqué est concerné par cette problématique, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, des brevets ? Il y a un peu, surtout sur l'algorithme, par exemple, d'encodage audio-vidéo. C'est un sujet qui revient régulièrement. J'entends moins en moins, mais ça devient, de temps en temps, c'est toujours le problème. Et comment dire... Les dire... mémoires flash aussi. Tu te souviens des mémoires flash il y a certains systèmes de fichiers, enfin certaines organisations des données sur la mémoire flash qu'on ne pouvait pas utiliser à cause de brevets de la société M-Systems. Alors, c'était des techniques qui ont été brevetées par certains éditeurs. Et même si on a la même idée et qu'on crée une implémentation qui est similaire, enfin qu'on écrit un logiciel qui est similaire, le brevet va vous verrouiller l'idée et empêcher toute personne, en particulier dans les pays qui reconnaissent les brevets logiciels comme les États-Unis et le Japon, on se retrouve dans l'impossibilité d'utiliser dans ces pays-là, en tout cas, des implémentations indépendantes d'idées similaires, parce qu'on va marcher sur les pieds d'un brevet. Voilà. Sachant qu'en Europe, c'est officiellement interdit, mais qu'en fait, dans la pratique, l'Office européen des brevets, on a accordé... voilà. Je pense qu'un jour, on reconsacrera une émission Libre à vous à ce sujet-là. Tout à l'heure, vous avez parlé des petites structures. Bah, vous êtes deux exemples, parce que je vois le temps qui avance, hein. Vous êtes deux exemples de créateurs et créatrices de petites structures. Comment des petites structures arrivent à pouvoir émerger dans cette activité, dans ce domaine, et à se faire connaître? Parce que toi, tout à l'heure, tu as un peu commencé à expliquer sur la partie Bootline, comment tu es devenu... Enfin, Bootline a été connu dans le monde, mais comment vous faites en tant que petite structure? Et qu'est-ce que vous faites d'ailleurs en tant que petite structure? Quelle est votre activité aujourd'hui? On va commencer par Martha. Chez moi, c'est surtout les conseils et les formations. Donc, comment je fais... La visibilité de la société, c'est le travail dans l'équipe, le travail dans le logiciel libre. D'accord. Donc, envoyer les modifications, les nouvelles fonctionnalités, les corrections des projets dans lesquels on travaille, envoyer ça pour l'acceptation dans la version principale. Et les sujets qu'on oublie assez souvent, qu'on aime bien développer et faire de nouvelles choses, les sujets assez importants, c'est de parler de qu'est-ce qu'on fait. Pour la visibilité et aussi pour la société, pour les nouveaux contrats intéressants, il faut être présent aux conférences, il faut présenter le travail qu'on fait, montrer ça, et ça permet d'avoir la visibilité qui est assez souvent au même niveau que la visibilité des sociétés de taille moyenne. D'accord. Donc tu fais principalement de la formation, mais est-ce que tu fais aussi du développement sur des projets? Par exemple, est-ce que tu as des structures clientes qui viennent te voir en te disant on aimerait bien implémenter telle fonctionnalité dans un système embarqué? Est-ce que tu fais ça aussi? Oui, on fait ça aussi. Et qu'est-ce que moi je fais, c'est que j'inclus le fait de mettre la solution en open source et le travail d'intégration dans le repo principal, parce que de temps en temps, il y a un peu d'aller-retour avec les maintainers pour répondre à certaines exigences. Moi, j'inclus ça dans le travail, dans la partie je ne facture pas en plus pour ce travail-là.
Donc ça veut dire que tu refuses ou est-ce que tu acceptes quand même si par exemple la structure cliente te dit non, on veut pas que ce soit libéré, est-ce que tu acceptes de le faire quand même ou pas? Aujourd'hui, j'ai pas besoin. Ah, d'accord, c'est bien. C'est bien. Pareil, on a suffisamment de projets pour choisir les projets les plus intéressants. Et Attends, donc, tu parles de quoi? Est-ce que tu parles de Bootlin ou de ce que tu fais actuellement? C'était dans le cadre de Bootlin, parce que D'accord. notre société est assez récente, mais j'espère que ça sera pareil. Ouais. Donc l'idée, c'était vraiment d'avoir, si on a suffisamment de projets vraiment qui permettent de contribuer à des gros projets libres comme Linux, par exemple, on va pas on va dire aux clients, désolé, si c'est soit ça, soit on a d'autres clients, on a d'autres projets qui nous donnent plus de visibilité, plus d'occasion de participer au travail communautaire et donc d'être visible. Et donc après, d'avoir de nouveaux clients grâce à cette visibilité. D'accord. Et pareil, formation et développement. Tout à fait. D'accord. Remarque sur le salon web que je relaye, donc en fait, vous faites aussi de la com et c'est un travail à temps complet, en plus que le travail de développement, finalement. Tout à fait, c'est bien ça. Mon idée, c'était effectivement, enfin c'est un peu naïf peut-être, mais c'est plutôt que de payer des sous à la régie publicitaire de Google, par exemple, pour par exemple donner de la visibilité à nos formations, autant avoir surtout des articles, plein d'articles techniques, plein de ressources techniques intéressantes pour les ingénieurs qui vont travailler ou les utilisateurs qui vont travailler dans le domaine. Ils vont tomber sur notre site web grâce à ces ressources intéressantes. Et après, en suivant les liens, ils verront qu'il y a aussi des formations qui sont proposées, etc. Donc, proposer des ressources utiles aux gens qui interviennent dans notre monde, que ce soit des entreprises, mais aussi des passionnés qui s'intéressent au sujet technique. D'accord. Vous parliez de conférences. Est-ce qu'il y a des conférences sur ce sujet en France? Ah oui. Il y a eu par exemple le Capitole du Libre qui a eu lieu à Toulouse ce week-end. Voilà, le Capitole du Libre, c'est globalement le logiciel. Voilà, c'est tout le logiciel en particulier, mais il y avait quand même des sujets, peut-être, je ne sais pas, 20%, 15%, autour des technologies plus spécifiques comme l'embarqué. D'accord. Mais est-ce qu'il y a des conférences vraiment spécifiquement orientées embarqué en France? Ou est-ce que les principales sont aux États-Unis ou au Japon, dont on a parlé? Ou peut-être en Belgique, en Allemagne, je ne sais pas. Non, je ne sors pas de statistiques aujourd'hui et je peux, ça peut être juste ma opinion personnelle. Pour moi, la plus grande conférence en embarqué, c'est à Fosdem, à Bruxelles, le premier week-end de février. À mon avis, il y a le plus de monde d'embarqué disponible à ce moment-là. D'accord. Donc, on a compris votre modèle économique de vos structures. Et les projets dont on a parlé tout à l'heure, donc Yocto, Builderoot, Busybox, est-ce que ce sont des projets qui ont des modèles économiques ou c'est développé uniquement, entre guillemets, pour le plaisir de développer? Est-ce qu'il y a des modèles économiques ou est-ce qu'il y a des entreprises qui supportent ce travail? C'est intéressant d'en parler, effectivement. Le projet Yocto, lui, c'est le deuxième projet de la Fondation Linux qui édite le noyau Linux. D'accord. Leur deuxième projet, c'est Yocto. Ils voulaient un système industrialisable, enfin un cadre pour permettre aux gens de faire comme avec les outils propriétaires pour créer leur système. Donc il y a c'est une espèce de fondation, enfin, c'est soutenu par une fondation, il y a des membres qui payent, qui vont permettre de financer des ingénieurs, financer de l'infrastructure, financer des machines et tout ça pour tester, etc. Ça, c'est le modèle de Yocto. Et côté Builderoot, c'est plutôt une association qui est française d'ailleurs, qui est là plus pour collecter des sous, pour organiser des événements, pour payer quelques menus frais. Mais la façon dont ça fonctionne, c'est plutôt les entreprises qui ont besoin d'une nouvelle fonctionnalité dans l'outil vont engager des prestataires comme Bootlin ou d'autres, ou ma société, pour ajouter la fonctionnalité dont ils ont besoin. Donc le financement se fait vraiment un peu au cas par cas, fonctionnalité par fonctionnalité. Et après, les mainteneurs, les gens qui font vivre le projet au jour le jour, font ça sur leur temps libre ou alors c'est leur employeur qui leur permet de travailler, mettons 2 heures par jour pour continuer à animer le projet. Mais les grosses avancées sont financées par des clients directement. D'accord. Donc la Linux Foundation, elle a plein de projets et parmi ses gros membres, alors c'est de mémoire, il y a Microsoft, IBM, oui. Je ne sais pas s'il y a Google dedans, je ne sais plus. Il y a Red Hat, enfin il y a plein de gros acteurs. Est-ce que dans des domaines spécialisés de l'embarqué, il y a des structures équivalentes? Par exemple, je prends la voiture, par exemple. Il y a de l'embarqué dans la voiture. Est-ce que les industriels de la voiture, les Renault, Peugeot, Dacia et compagnie, ont créé un sorte de consortium ou un regroupement qui leur permet de mutualiser des développements par rapport au système embarqué de base, et après ils rajoutent leur truc propriétaire dessus? Est-ce que ça existe, ça? Ça existe. Moi, je connais au moins 2. Il y a Automotive Grade Linux
qui utilisent les projets Yocto. Et ça, c'est du côté Linux Foundation. Et je connais aussi les Software Defined Vehicle SDV sur Fondation Eclipse. C'est encore un de mes clients. Et là, ça sont surtout les producteurs automobiles que tout le monde connaît, qui se sont mis beaucoup sur le logiciel ces dernières années. D'accord. Et donc, qui finalement discutent entre elles, ces structures, constructeurs automobiles, pour se dire qu'est-ce qu'on aimerait bien voir comme fonctionnalité commune, et puis après, elles rajoutent leur interface, leurs besoins particuliers. Tout à fait. Ils ont l'exigence métier, parce qu'il y a la certification et la sécurité d'utilisateur dans ce domaine qui est assez fort et importante. Et en plus, ils ont certaines particularités de leurs produits, comme le fait qu'il y a énormément de processeurs qui communiquent ensemble dans une voiture. Donc, il y a des protocoles de communication particulières qui sont utilisés dans les voitures et ils ont les projets qui développent le logiciel pour gérer ces protocoles. Il y a des kilomètres de câbles dans une voiture, je ne sais pas combien. D'accord. Alors, sur le salon web, il y a une question peut-être un peu provocatrice. Est-ce que dans ces fonctionnalités rajoutées, il y a des fonctionnalités pour truquer les tests de pollution ? Il y en a eu apparemment. Apparemment, il y en a eu, ouais. Et donc, si on revient tout à l'heure au Cyber Resilience Act, finalement, les personnes qui seront responsables, dans le cas de la voiture, ça va être les constructeurs automobiles et leurs fournisseurs de systèmes embarqués. C'est ça qui, normalement, si j'ai bien compris, en termes de responsabilité de sécurité. Si je me souviens bien, CRA ne prend pas en compte, ne veut pas s'appliquer sur l'automobile parce qu'il a une réglementation particulière. Ah, ok, d'accord. Oui, j'ai pris le bon exemple, quoi. C'est pas le meilleur exemple pour la CRA, mais si la CRA s'est appliquée dans l'automobile, oui, c'est dans le cas de trucage, dans ces cas-là de fonctions de sécurité, ça c'est la société qui produit la voiture qui est responsable. D'accord. Donc jamais le contributeur qui va écrire un petit bout de code, qui donne son code gratuitement et librement sur Internet. Voilà, parce qu'au début, effectivement, des premières versions de ce texte, il y avait on danger. avait très très peur. Voilà, et heureusement que des gens comme Martha se sont impliqués pour avoir des bons textes, en fait. Justement, ça me fait venir une question. Donc, visiblement, vous surveillez donc les évolutions de la réglementation de façon proche, enfin de façon près, quoi, en fait. Moi non, et c'est pour ça que j'adhère à l'April, parce que je sais que vous le faites pour moi. Alors, nous, on a effectivement contribué un petit peu au relais, effectivement, au niveau du CRA. Et donc, toi, tu suis, Martha, plus la réglementation, justement, au niveau européen ou au niveau mondial, autour de tout ce qui est embarqué, sécurité ? Oui, parce que c'est un des moteurs aujourd'hui de sécurité. C'est pas qu'en Europe, il y a aussi la réglementation aux US, il y a la réglementation au Japon, en Corée, et ça va être un sujet assez important. Donc, on a besoin de bien regarder qu'est-ce qui se passe et bien intervenir pour rendre ces réglementations compatibles avec l'open source. Parce que les personnes qui écrivent les lois ne connaissent pas forcément de libre, ne connaissent pas les modèles de développement. Ça peut être surprenant pour eux qu'il y a quelqu'un qui vient avec sa modification et c'est accepté dans leur projet. Ils peuvent avoir plutôt l'impression que ce sont que les grosses structures et il n'y a rien d'autre. Donc, il y a plein de sujets sur lesquels il faut expliquer, éduquer encore. Comme en France actuellement dans le projet de loi de finances et notamment les logiciels libres de caisse, je vous renvoie sur l'actualité, je crois qu'elle a été publiée déjà sur le site april.org. Avant de passer à la question finale, parce qu'on arrive bientôt à la fin, il y a une question sur le salon web et en Chine. Donc est-ce que on a parlé des États-Unis, Japon, mais est-ce que en Chine il y a une activité forte autour de l'embarqué ou pas du tout ?
Oui, il y a beaucoup de dispositifs qui sont créés. Après, pour faire respecter la licence, avoir le code source, je ne sais pas très bien. Il manque un peu d'expérience, mais il y en a qui jouent le jeu en tout cas. D'accord. Et sinon, au niveau international, les principaux pays, c'est quoi? C'est États-Unis, Japon, la France aussi? Oui, l'Europe est très forte. Et puis l'Inde, je dirais aussi. Ah, l'Inde, okay. La Chine. Allemagne aussi. En gros, l'Europe est assez fort en embarqué. Ça, on voit quand on va aux conférences liées au embarqué, il y a une très grosse partie de personnes qui viennent d'Europe. Et d'ailleurs, aux conférences américaines, il y a beaucoup moins de monde. D'accord. Alors, on arrive au terme de ce sujet avec la question traditionnelle. Donc, pour conclure, quels sont les éléments clés, selon vous, à retenir en moins de 2 minutes chacune ou chacun, ou l'occasion de rajouter quelque chose d'oublié? On va commencer par Michael, et puis on laissera le mot de la fin à Martha. Michael. Si vous pouvez vous souvenir de quelque chose, c'est que l'informatique embarquée, elle est plus simple que l'informatique classique sur ordinateur, je dirais. On met juste ce dont on a besoin. Donc pour apprendre, c'est génial parce que voilà, vous pouvez comprendre comment fonctionne un ordinateur grâce aux technologies de l'embarqué. Il y a des petits tutos sur Internet pour juste lancer une ligne de commande sur un matériel complètement nu. Et puis bien sûr, cette informatique embarquée, elle est partout. Donc pour vous rappeler dans tout ce qui n'est pas ordinateur. Voilà, c'est ce que je voulais que vous reteniez, et que le matériel pour se lancer est très abordable. Moi, j'ai des petits processeurs de type RISC-V, c'est un nouveau jeu d'instruction qui est libre, qui coûte même moins de 10 € et sur lesquels on peut lancer Linux. C'est génial. D'accord, merci Michael. Martha? L'embarqué, c'est la manière d'écrire le logiciel et voir comment il fonctionne, voir physiquement comment il fonctionne. Et c'est une énorme opportunité pour chaque personne qui se lance dedans, parce que d'un côté, on peut créer un produit dans quelques jours, un produit qui marche. Et d'autre côté, si on contribue dans un des projets fréquemment utilisés, notre logiciel peut tourner dans les milliards de devices, des milliards d'équipements assez facilement. Y compris sur la planète Mars. Aussi. Écoutez, merci pour cette information sur l'informatique embarquée, les logiciels libres. Alors, toutes les références qu'on a citées, on mettra sur la page consacrée à l'émission du jour, donc sur libreavou.org/227, et on rajoutera celles qui ne sont pas présentes. Donc, je rappelle nos invités, Martha Rybczynska et Michael Obnedacker. Écoutez, merci, puis à bientôt sur un événement ou dans une autre émission. Merci, avec Merci plaisir. à vous. Alors, on va faire une pause musicale. Alors, j'ai oublié de préciser que les pauses musicales ont été choisies par Michael. Et la troisième pause musicale, c'est un de mes groupes préférés, Michael. Donc voilà. J'espère qu'on va avoir le temps de l'écouter entièrement. Nous allons écouter. Donc, juste après la pause musicale, nous entendrons la chronique de Florence Chabanois sur le thème « On ne rigole plus et on se lève ». En attendant, nous allons écouter Requiem for a Fish par The Freak Fandango Orchestra. On se retrouve dans 3 minutes 40. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune 93.1.
Nous venons d'écouter Requiem for a Fish par The Freak Fandango Orchestra, disponible sous licence libre Creative Commons partage dans les mêmes conditions, CC by SA. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast. Ici, en direct de la rédaction du Lama déchaîné, nous vous parlons d'une actualité brûlante. La campagne de soutien financier de l'April ? Oui, pour bien finir l'année, l'association a besoin de pas moins de 20 000 euros. Alors pour vous convaincre d'adhérer ou de faire un don, elle nous a embauchés, bénévolement, pour publier un hebdomadaire chaque mercredi. Mais c'est demain le prochain numéro alors ? Et oui, et il y en aura jusqu'à la fin de l'automne. Ça parle des actions de l'April, de ses membres, mais pas que. Il paraît qu'il y a même des mots croisés, des anecdotes rigolotes. Oui, la plume a également été proposée à d'autres associations ou à des personnes non membres. Rendez-vous sur april.org/campagne. Le lien sera sur la page de présentation de l'émission. On compte sur vous pour soutenir le travail essentiel de l'April. Nous allons passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre avec la chronique FHX de Florence Chabanois, présidente de la Place des Grenouilles. Statistiques éclairantes, expériences individuelles et conseils concrets, votre rendez-vous mensuel pour comprendre et agir en faveur de l'égalité des genres. Le thème de la chronique du jour, on ne rigole plus et on se lève. Florence, c'est à toi. Bonjour Fred, bonjour Magali. Alors j'ai une amie que j'admire beaucoup. Chaque année, elle pose 2 mois de congé pour faire du bénévolat, donc sans solde. Elle aide son boss, enfin ses actionnaires, à faire plus de profit sans être payé pour. En effet, 2 mois de travail, c'est 15% d'écart de salaire entre les hommes et les femmes chaque année. Elle a du mérite de donner encore de son temps, parce que dans son couple hétéro, elle gère déjà les 2/3 des tâches domestiques. On n'est plus à ça près, vu son salaire, autant que ce soit elle qui les fasse ces tâches, le matin, le soir, les week-ends. C'est leur choix après tout. Il et elle sont complémentaires. Tout le monde est d'accord, donc tout va bien. Les loisirs, c'est surfait, et puis lui, il a plus besoin de sport qu'elle. Je ne vais pas m'en mêler. Je n'ai pas parlé du fait qu'un mariage sur 2 se termine en divorce et qu'une famille monoparentale sur 3 vit sous le seuil de pauvreté. Et qu'il y a essentiellement des femmes, il s'agit de 9 femmes sur 10 dans les familles monoparentales. Ni du fait qu'il y a 40% d'écart de pension à la retraite entre les hommes et les femmes et que les femmes vivent plus longtemps, donc seules et pauvres. Ah les femmes, ces êtres vénales. Mon amie, c'est votre mère, votre sœur, votre pote, votre petite amie, votre fille, maintenant ou plus tard. C'est peut-être vous aussi. Cette année, les femmes travaillent gratuitement depuis le 8 novembre jusqu'au 31 décembre. Donc le fameux écart salarial entre les hommes et les femmes. Ce n'est pas un cas isolé, c'est une moyenne sur 14 834 000 femmes en France. Pour certains, ces écarts sont encore trop faibles. Ils et elles ont plus peur du wokisme que des requins. Le wokisme, c'est quoi ? C'est le féminisme pour les gens qui n'aiment pas le féminisme. Elles sont casse ouvertes celles-là à vouloir l'égalité. Sans même parler d'égalité, nous voulons vivre. Tous les 3 jours, en France, une femme est tuée par son conjoint ou ex-conjoint. 30% des auteurs avaient été condamnés pour des faits de violence. Les féminicides constituent le point de non-retour d'un processus entamé bien plus tôt, empreint de violences sexistes. La violence sexiste commence insidieusement par du machisme ordinaire, des blagues sexistes. Si la femme répond, on la qualifie de chieuse, de pas drôle, d'hystérique, pour qu'elle se taise. C'est pratique. Astuce. Si votre blague ne s'applique pas à un homme, c'est une blague sexiste. Et si vous avez encore un doute, testez-la, la même sur un gars, ou vous-même, et voyez si vous riez. Ensuite, la violence prend la forme d'invisibilisation, de dévalorisation, de contrôle de l'autre, puis se transforme en mépris tout court, jusqu'à que votre moitié devienne un objet, votre objet, ce qui rend intolérable toute tentative d'émancipation de sa part. En couple, le très célèbre violentomètre permet de se situer et évaluer quand la relation devient toxique. Tu te moques d'elle en public, tu rabaisses ses opinions, ses projets, tu lui fais du chantage affectif, tu la culpabilises, tu contrôles ses sorties, tu regardes son portable,
Tu ne supportes pas qu'elle te contredise. Tu l'isoles de ses proches. Tu l'humilies et la traites de folle quand elle te fait des reproches. Tu pètes les plombs quand quelque chose te déplaît. Ce n'est pas ta faute, tu es sanguin. C'est elle qui te cherche. Tu touches ses parties intimes sans t'assurer de son consentement. Donc quand elle dort, ce n'est pas OK. Tu l'obliges à avoir des rapports de façon ouverte ou détournée alors qu'elle ne veut pas, qu'elle ne veut plus. Tu le sais en fait, arrête. Dans une étude de 2024, auprès de 70 000 personnes étudiantes, une femme sur 4 a subi au moins une tentative d'agression sexuelle, une agression sexuelle, une tentative de viol ou un viol pendant son cursus. Cela monte à 1/3 pour les personnes non binaires et transgenres. Plus d'une femme sur 2 a déjà subi une violence sexuelle en France. Je répète, 1 sur 2. 9 fois sur 10, la victime connaît l'agresseur. Cela ne veut pas dire qu'elle ne relationne plus avec, ou qu'elle ne l'aime plus, ou qu'il n'y a plus de bons moments. 6% des victimes d'agressions sexuelles ont porté plainte en 2021. Une procédure coûte environ 10 000 euros. 86% de ces plaintes sont classées sans suite. Au final, 0,6% des viols ou tentatives de viol ont donné lieu à une condamnation. Il y a mieux comme business model. Et pourtant, les gens croient encore aux femmes qui mentent pour s'enrichir. Donc côté justice, on repassera. Reste nous, les citoyennes, citoyens, les agresseurs non conscientisés, les témoins, les victimes. On arrête de rire aux blagues pas drôles, de fermer les yeux devant la 100e vanne de notre pote sur sa compagne. On dit ce qu'on pense quand on voit quelqu'un dépasser les limites d'une autre ou d'un autre. On se mêle de ce qui ne nous regarde pas. Il est temps de mettre un stop aux violences sexistes et sexuelles. Le samedi 23 novembre, dans 4 jours, ce sera la manifestation nationale contre les violences sexistes et sexuelles, organisée par le collectif Nous Toutes. À une époque où on déroule les tapis rouges velours aux masculinistes, il est d'autant plus important d'entendre et de voir ceux et celles qui ne sont pas d'accord et de se retrouver. De découvrir de nouveaux slogans du type « Je veux être libre, pas courageuse » ou « L'agresseur ne sonne pas, il a la clé » ou « Ce n'est pas elle qui est habillée comme une pute, c'est toi qui penses comme un violeur ». Si vous avez piscine ce jour-là, vous pouvez aussi prendre une petite demi-heure pour vous éduquer sur ces sujets. Savez-vous par exemple que 85% des personnes transgenres sont agressées au cours de leur vie ? Que les femmes handicapées sont 4 fois plus susceptibles de subir des violences sexuelles que les autres femmes ? Écoutez des podcasts de Binge Audio, de Arte Radio sur le féminisme. Suivez une formation en ligne gratuite de Nous Toutes. Elles sont top. Dernier point. En France, il y a un viol ou une tentative de viol toutes les 2 minutes 30. Ce qui fait 3 depuis le début de cette chronique. Soutien à toutes les personnes victimes de violences en France. On vous croit. Ce n'est pas de votre faute. Solidarité avec les femmes du monde entier. Et à samedi. Écoute, merci Florent. Je vais préciser que toutes les références, toutes les statistiques, toutes les sources sont sur la page de l'émission, donc sur libreavou.org/227. Que le site de la Place des Grenouilles, c'est lapdg.fr. Et comme on est un tout petit peu en avance, tu peux peut-être expliquer ce qu'est l'association La Place des Grenouilles, dont tu es la présidente. Oui, présidente et cofondatrice avec Sarah Dufour. Donc, c'est une association qui aide les personnes, femmes et hommes, même si on est un peu plus focalisé sur les femmes, à résister aux injonctions de genre. Donc, on anime des conférences, des ateliers. On propose aussi une fresque antisexiste. Et on a un podcast. L'idée, c'est vraiment de s'éduquer, de se déconstruire, de savoir repérer en fait toutes ces choses qu'on a complètement intériorisées. Aujourd'hui, la société, elle est comme elle est parce que ça fait des siècles en fait qu'on est baigné dedans, qu'on nous rabat ça. Et c'est vraiment super dur pour tout le monde en fait de voir des problèmes dans des choses qui nous paraissent complètement évidentes. Voilà, on a aussi un club de lecture. Quoi dire d'autre ? Est-ce que j'oublie quelque chose ? Bah oui, en tout cas, vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit aux événements sur lapdg.fr. Voilà, on a un événement mardi sur justement les violences sexistes et sexuelles à Paris, qui est gratuit. Donc, je vous invite à venir. C'est un peu plus focalisé sur la thématique du travail. Donc c'est mardi 26 novembre, c'est ça ? Oui, c'est ça, exactement. D'accord. Et donc, je vérifiais sur notre planning. Nous, toi, on te retrouve au studio mardi 10 décembre dans un café libre avec Pierre et Vincent, à l'animation par Isabella. C'est bien ça ?
Yes. Et la dernière chose que je voulais dire, je ne sais plus. Ah oui, on pourra te lire, parce qu'on a parlé 2 fois dans l'émission du Lama déchaîné, on pourra te lire en tant que plume extérieure dans le numéro du 27 novembre, donc la semaine prochaine pour les personnes qui écoutent en direct. Et ça sera donc mercredi 27 novembre, une petite plume extérieure qui nous a d'ailleurs fait très plaisir et je t'en remercie grandement. Merci à vous. Bah écoute, merci Florence. Et donc au 10 décembre pour la prochaine participation à Libre à vous, là dans la partie au Café Libre, et belle journée à toi, belle fin de journée. Super, merci, bye bye. Bye bye. On va finir par quelques annonces. Alors, je ne vais pas vous le refaire, mais comme G et Magali sont là, si je ne le fais pas, et la rédaction ne sera pas contente, la campagne de l'April, le Lama déchaîné. Demain, donc mercredi 20 novembre, paraîtra le numéro 5, un numéro spécial, car c'est un numéro anniversaire, les 28 ans de l'April, avec évidemment plein de rubriques, et notamment les mots croisés. Dans les autres événements, journée d'études Faire Système, approche alternative du smartphone et limites planétaires, mercredi 20 novembre 2024, de 9h à 18h à Paris. Alors je précise que tous les événements dont je vous parle, les références sont sur la page consacrée à l'émission du jour, donc sur libreavou.org/227 ou sur le site de l'agenda du Libre. Samedi 23 novembre, il y a le campus du Libre à Lyon. Je crois que Magali sera présente. Elle me confirme, donc vous aurez l'occasion de voir Bouquinette. Ah oui, excusez-moi, parce que moi je l'appelle de temps en temps Magali et elle est un peu plus connue sous le prénom de Bouquinette, sous le nom de Bouquinette. Donc elle fera... Tu fais une conférence ou... Vas-y, allume ton micro. Je fais une table ronde avec Angie Godon de Framasoft et Alexis Kaufmann. D'accord, très bien. Donc vous aurez l'occasion de rencontrer Bouquinette, donc campus du Libre, samedi 23 novembre à Lyon. À Annecy, il y a une réunion hebdomadaire du groupe d'utilisateurs et d'utilisatrices d'Annecy, vendredi 29 novembre à 20h. Et puis, du côté de Paris, donc il y a PSL XXL les 7 et 8 décembre 2024. Alors PSL, c'est quoi ? C'est chaque premier samedi du mois se tient un événement grand public au carrefour numérique de la Cité des Sciences et de l'Industrie, premier samedi du Libre. Et PSL XXL, car en décembre, l'événement se tient le samedi 7 décembre, mais également le dimanche 8 décembre. Donc venez aider ou vous faire aider à installer et paramétrer des logiciels libres et toute distribution GNU Linux ou Android, et il y aura également des conférences. Côté Radio Cause Commune, je vous propose un rendez-vous convivial chaque premier vendredi du mois à partir de 19h30 dans les locaux à Paris au 22 rue Bernard Dimet dans le 18e arrondissement. Donc c'est une réunion apéro participatif, ouverte, l'occasion de découvrir le studio et de rencontrer les personnes qui animent les émissions. La prochaine soirée radio ouverte aura lieu, je ne l'ai pas noté, donc c'est le premier vendredi de décembre, donc si quelqu'un a la date, je la rajouterai. Je vous invite à consulter sur le site de l'agenda du Libre, agendadulibre.org, tous les événements et ainsi que tous les autres événements en lien avec la logiciel libre ou la culture libre près de chez vous. Donc notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission du jour. G, Martha Ripczynska, Michael Opnaker, Florence Chabanois. Aux manettes de la régie, c'était son retour. Merci à elle, Bouquinette. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts. Samuel Aubert, Elodie Daniel Girondon, Languin, Julien Haussmann, bénévole à l'April, et Olivier Grieco, le directeur d'antenne de la radio. Merci aux personnes qui découpent le podcast complet en podcast individuel par sujet, Quentin Gibaud et Théocrite, bénévole à l'April. Vous retrouverez sur notre site web libreavou.org/227 toutes les références utiles de l'émission du jour, ainsi que sur le site de la radio causecommune.fm. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et faire connaître également la radio Cause Commune, la voix des possibles. Alors il n'y aura pas d'émission mardi 26 novembre, nous faisons une petite pause. Donc la prochaine émission aura lieu en direct le mardi 3 décembre à 15h30. Notre sujet principal portera sur la ville de Paris et ses actions autour du logiciel libre. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct le mardi 3 décembre et d'ici là, portez-vous bien.